Bonjour Jacques Attali. Bonjour. Qu'est-ce qui nous est tombé dessus avec l'euro? En fait, c'est l'euro qui nous est tombé dessus. Depuis 10 ans qu'il existe, chacun savait, même si on refusait de le dire, que l'euro ne peut pas exister, comme aucune monnaie ne peut exister s'il n'y a pas en même temps une politique monétaire, une politique budgétaire, une politique fiscale commune. On n'a pas d'exemple dans l'histoire d'une monnaie qui flotte comme ça en l'air sans un État. Et d'ailleurs, un exemple récent, celui des États-Unis, a montré que quand les États-Unis sont créés, il a fallu immédiatement faire un ministère des Finances en même temps que le dollar. Et on a vu que quand l'Union soviétique s'est effondrée en tant qu'État, le rouble s'est effondré. Donc la monnaie n'existe jamais sans un État. Et on a essayé de faire croire que l'euro pouvait exister sans un État, alors que ceux qui ont fait l'euro savaient très bien, au moment du traité de Maastricht, que l'euro disparaîtrait si on n'avançait pas dans la construction européenne vers un État européen. Alors aujourd'hui, la crise nous rappelle cela et nous montre l'urgence de faire en quelques semaines ce qu'on n'a pas su faire en 10 ans. Est-ce que cette crise de l'avenir de l'euro est une crise comme les autres? Et aucune crise n'est comme les autres. Là, ce qu'elle révèle, c'est que l'euro, sans un État qui le renforce, conduit à la catastrophe. Puisque l'euro protège les pays qui en font partie sans les pousser à agir. Puisque vous avez une monnaie commune, vous n'êtes pas soumis à un risque de dévaluation, donc vous pouvez avoir des déficits budgétaires, vous pouvez travailler moins que les autres, vous pouvez avoir une productivité plus faible, et puis vous êtes protégé, ça ne se voit pas. Et donc les politiciens peuvent le faire. Donc, alors que l'euro était fait pour faire converger les économies l'une vers l'autre, en réalité, par le fait que l'euro était une sorte de masque général, les économies ont divergé. L'ajustement aurait dû être soit par, encore une fois, des politiques communes, fiscalité, etc., soit, comme aux États-Unis par exemple, par une mobilité du travail qui fait que les gens se déplacent et vont là où la productivité est la plus élevée pour gagner plus d'argent. On n'a eu ni un État global pour compenser les différences de productivité par des subventions diverses, ni un État pour forcer les pays à converger vers des modèles de développement communs, ni des mobilités de population. Forcément, l'euro ne peut pas tenir dans ces conditions. Alors, est-ce qu'en fait, il n'est pas simplement victime de la fragilité du consensus européen? Oui, parce que l'Europe avance par crise. Et ça a toujours été le cas. Le consensus en Europe se crée toujours sur des moments difficiles. On a créé l'Union européenne en 1958 dans une crise, parce qu'on avait très peur de l'Union soviétique, donc il fallait tout de suite s'unir. On s'est rendu compte que ça ne suffisait pas, parce que le marché commun, c'était très instable, et ça créait une crise si en même temps on n'avait pas une unification des normes en Europe. Et on a créé le marché unique en 1985, et tout le monde oubliait qu'à ce moment-là, il y avait une énorme crise en Europe, tous les pays partaient dans tous les sens. Et puis on s'est rendu compte en 92-93, qu'un marché unique sans monnaie unique, c'était une catastrophe, parce que si vous avez un marché unique, mais si chacun peut dévaluer sa monnaie, ben vous avez des mécanismes protectionnistes par la dévaluation qui se mettent en place. Donc après une grave crise en 92-93, on a fait la monnaie unique. Donc de crise en crise, on a progressé. Ça fait que chaque fois le risque de reculer. Là, c'est pareil. On a une nouvelle étape où on se rend compte que la monnaie unique sans un État unique, ça ne marche pas. Et que soit on aura un État unique, pas à la place des États, mais un État démocratique, ayant un budget commun, ayant une possibilité d'harmonisation commune, soit l'euro va avoir des soucis. Ce qui en ce moment, d'ailleurs, on peut imaginer que l'euro se désintègre? On peut imaginer ça comme une perspective longue, mais pour l'instant, regardons les côtés positifs. Pas à court terme. Non, bien sûr que non, mais regardons aujourd'hui quand même les côtés positifs. Il y a au moins deux côtés positifs qui se passent dans la crise actuelle. Le premier côté positif, c'est que l'euro cesse d'être une monnaie trop forte. Et quand l'euro est à, comme aujourd'hui... Par rapport à qui, par rapport au dollar, essentiellement. Quand l'euro est aujourd'hui à 1,40, 1,30, c'est beaucoup trop fort. Si l'euro baisse, ça améliore les exportations, et donc ça a une dimension positive pour la croissance européenne. Et le deuxième côté positif, c'est que l'Europe a mis en place progressivement des moyens.
pour mieux contrôler, ce qu'on n'avait pas fait. On a laissé la Grèce faire des déficits parce que personne n'a voulu voir. On a laissé les États sans protection parce que personne n'a voulu voir. Aujourd'hui, on a à la fois demandé aux Grecs, aux Espagnols, aux Italiens, j'espère aussi aux Français, aux Anglais et aux autres de mettre de l'ordre dans leur maison, mais aussi on a commencé à se rendre compte qu'il fallait créer des instruments européens. Le premier instrument européen qu'on a commencé à créer, c'est un instrument de solidarité qui fait qu'on va défendre les uns et les autres, mais enfin c'est un instrument extrêmement... Qui passe par quel mécanisme? Pour l'instant, on a créé un mécanisme qui permet de mettre des ressources ensemble face au marché à qui on a emprunté. Alors, le marché c'est un banquier. Hein. Vous avez emprunté à votre banquier. Il est normal que votre banquier vous demande est-ce que vous allez pouvoir rembourser. Et alors là, on s'est conduit la semaine dernière un petit peu classiquement. Quand le banquier vous convoque en vous disant « Monsieur, qu'est-ce que vous avez comme garantie pour rembourser vos emprunts ?» Alors là, on fait le tour des copains et on lui dit « Est-ce que tu peux me donner ta garantie, m'aider à dire au banquier ?» Alors on va retourner voir le banquier qui d'abord est content parce qu'il voit plein de papiers, puis après le banquier analyse les papiers et se rend compte que les garanties sont pas très sérieuses. C'est exactement ce qui s'est passé cette semaine. On a annoncé un grand plan, puis on s'est rendu compte que l'argent qui venait du Fonds monétaire, c'était peut-être pas tout à fait sûr, que l'argent qui venait des autres États européens, c'est pas sûr, parce que les États européens sont en difficulté, vont-ils prêter alors qu'eux-mêmes sont en difficulté? Puis on a dit que la Banque centrale allait apporter de l'argent, mais la Banque centrale elle-même ne doit pas non plus aider trop les États à faire des dettes, donc on s'est rendu compte que c'est pas assez. Donc on va avoir une nouvelle crise liée certainement au fait que les marchés, c'est-à-dire ceux qui ont prêté aux États, se rendent compte que les États n'ont pas les moyens de rembourser, à un moment où, justement, les États en Europe, mais aussi aux États-Unis, mais aussi au Japon, ont fait des dettes publiques absolument monstrueuses. Et que donc... Ça ne fera qu'encourager les dettes des autres. Alors voilà, il faut absolument maintenant à la fois se donner les moyens de les réduire, mais aussi avoir ce qu'en Europe on n'a pas et que tous les autres ont, c'est-à-dire un étage national, ici l'étage européen, pour emprunter. Les Japonais empruntent à leur marché national, les Américains empruntent en bons du Trésor au marché national, les Européens n'empruntent que localement. C'est la France qui emprunte, c'est l'Allemagne qui emprunte. L'Europe n'emprunte pas. Donc il est urgent d'aller au-delà du mécanisme actuel, de créer des bons du Trésor européen qui reprennent la dette, qui peut-être d'ailleurs de cette façon, sans doute, osera-t-on non seulement reprendre la dette, mais l'allonger dans le temps. Ça s'appellera comme on voudra, mais ce sera en fait un rééchelonnement de la dette un peu partout à travers le monde. Et on se sera donné du temps pour restructurer. Est-ce que ça veut dire qu'on ne créera plus des déficits sans risque? Les déficits, ils sont à la fois inévitables et nécessaires et parfois très désastreux. Ils sont inévitables parce que les dépenses augmentent toujours plus vite que les recettes. C'est plus facile de dépenser que de gagner de l'argent. Et ensuite parce qu'il y a des déficits qui sont très bons. Des déficits, si c'est emprunté pour investir, c'est normal. Quand on investit en construisant des ponts, des routes, des ports, en payant des professeurs, en réparant l'environnement, ça c'est des investissements pour l'avenir, c'est normal de les financer par l'emprunt. Par contre, quand on finance des dépenses d'aujourd'hui par l'emprunt, c'est une catastrophe. Il faut séparer les deux. Donc finalement, tout n'est pas de la faute des Grecs. Les Grecs, c'est un petit peu comme l'affaire des subprimes, c'est-à-dire c'est le déclencheur. Les subprimes, c'est pas la cause de la crise c'est le surendettement privé. Les Grecs ne sont pas la cause de la crise de l'Europe, la cause de la crise, c'est l'essentiel le fait que partout, tout le monde s'est trop endetté des États. Alors les Grecs ont déclenché ça parce qu'un nouveau gouvernement est arrivé après les élections et s'est rendu compte ou a avoué que le gouvernement précédent avait truqué ses chiffres et le déficit est apparu beaucoup plus élevé qu'il n'était. Un petit peu comme les subprimes ont révélé à un moment l'endettement américain. Mais ils sont le déclencheur et aujourd'hui bien d'autres États sont dans une situation équivalente, c'est-à-dire avec une dette qui dépasse. La dette, on la calcule un peu bêtement en la prenant en pourcentage du revenu national, mais ça n'a aucune raison. En réalité, il ne faut pas comparer la dette de l'État au revenu national, il faut comparer la dette de l'État au revenu de l'État. L'un doit être comparé à l'autre, ce qu'on ne fait jamais. Si on compare la dette de l'État au revenu de l'État, c'est-à-dire la dette comme la dette d'un particulier au revenu du particulier, alors là on a des chiffres bien plus effrayants. La dette de la France, l'État français par exemple, c'est presque 6 fois le revenu de la France, annuel. Donc imaginez quelqu'un qui a une dette égale à 6 fois son revenu annuel, c'est beaucoup. Et le service de la dette, c'est-à-dire ce qu'on paye chaque année pour la dette, aujourd'hui est très faible parce que les taux d'intérêt sont très faibles, mais si les taux d'intérêt augmentent, il devient très énorme. Donc c'est cela qui devient très dangereux et qu'il faut réduire absolument si on ne veut pas que l'euro souffre. Mais est-ce que vous croyez que cette crise pourrait entraîner une désintégration de la zone euro? On pourrait aller jusqu'ici?
Non, parce que tout le monde a trop à y perdre. C'est vraiment un désastre tel, un chaos absolu que je pense qu'on ira vers le haut. Mais aujourd'hui, il y a une inquiétude sur tous les monnaies, n'est-ce pas? Personne n'aurait intérêt à quitter la zone euro. Non, personne n'a Même pas la France. Même pas la France, même pas l'Allemagne qui pourrait être le plus tentée, mais personne n'a intérêt à quitter la zone euro. Ce serait un désastre absolu. Pour tout le monde ou pour celui qui la quitterait? Pour celui qui la quitterait et pour les autres, parce que celui qui la quitterait enclencherait une zone d'instabilité, personne n'y a intérêt. Mais, ça créerait des dévaluations. Ça créerait des dévaluations, ça créerait des dépressions, ça créerait de l'inflation, ça créerait vraiment une situation épouvantable. Et puis il y a d'autres pays qui sont en situation très très difficile. Il n'y a pas que les pays européens. Il y a les Américains qui ont une dette considérable. Il y a le Japon qui a une dette double de l'Europe. C'est pourquoi d'ailleurs on voit monter l'or aujourd'hui, parce que aucune monnaie n'est un refuge par rapport à l'euro. Mais l'euro peut profiter de cette crise pour devenir véritablement un moment intégré de l'Europe, où l'Europe passe à une étape supplémentaire. Je pense Mais ça passera par le pacte de stabilité? Le pacte de stabilité, tel tel qu'il est actuellement, est une hypocrisie, parce qu'on a fait un pacte en disant que chacun va être formidable, et puis en fait personne ne le respecte. En plus, ce pacte de stabilité a été fait sans qu'il y ait une cohérence entre ce que dit l'Europe, ce que chacun dit dans son propre budget. Donc il serait normal aujourd'hui que les autorités européennes aient un droit de regard sur les budgets nationaux. C'est-à-dire que le Parlement européen ait un droit de regard sur les budgets nationaux, sinon on va n'importe où. Il faut savoir dans quel engrenage on a mis le doigt quand on a décidé de faire l'Europe. On a mis le doigt dans un engrenage qui nous conduit à un État fédéral. Et où on a un État fédéral, où on n'aura plus rien et on aura le déclin absolu. Ce qui est normal dans un univers où les grands espaces sont rassemblés, les États-Unis, l'Inde, la Chine, etc. L'Europe doit se rassembler où son déclin est certain. Et l'euro est de ce point de vue un petit peu comme l'oiseau au fond de la mine qui indique les dangers. Si l'euro meurt, l'Europe meurt. Si l'euro est renforcé, l'Europe peut devenir une très grande puissance mondiale. En fait, l'euro n'a du sens que si l'Europe est unie. Que si l'Europe a un gouvernement, un véritable gouvernement, et non pas les structures... Mais combien de temps est-ce que ça mettra à se mettre en place? Ça n'arrivera jamais, sauf si on le décide en 24 heures, en plein milieu d'une crise, ce qui est le cas aujourd'hui. Alors par qui passera la mise en place de tous ces mécanismes? Par la Banque centrale? Est-ce qu'elle fait bien son travail, la Banque centrale? Oui, la Banque centrale a une mission unique qui est de lutter contre l'inflation. Elle le fait parfaitement bien et elle contrôle l'émission de la masse monétaire pour éviter que l'inflation arrive. Mais la Banque centrale ne peut pas rester l'entité unique du pouvoir en Europe. Si elle était tentée de rester seule, ce serait très dangereux. Elle a besoin d'avoir un contre-pouvoir politique, d'un ministère des Finances au moins, avant d'avoir un Premier ministre. Mais l'urgence aujourd'hui, c'est d'avoir un ministère du budget européen avec une fiscalité européenne et un contrôle des dépenses en Europe. Donc la Banque centrale doit aujourd'hui être équilibrée par une autre autorité, cette fois-ci politique. Alors est-ce qu'il ne faudrait pas finalement, comme vous l'avez souvent évoqué, créer une monnaie mondiale et remplacer l'euro par cette monnaie mondiale? Vous savez, c'est déjà difficile de faire une monnaie européenne. Alors une monnaie mondiale, vous avez raison, un jour il faudra le faire, mais on construira une monnaie mondiale avec les mêmes étapes qu'on construit une monnaie européenne, c'est-à-dire progressivement on mettra une sorte de stabilité entre l'euro, le dollar, le yen, le yuan et les grandes monnaies du monde, et puis cette stabilité qui se fera que progressivement naîtra une monnaie mondiale. Oui, il y aura un jour une monnaie mondiale, et l'euro sera une des bases de cette nouvelle pyramide. Merci Jacques Attali. Je vous retrouve la semaine prochaine à Palais de Tokyo pour une autre conversation d'avenir. Si vous souhaitez réagir à cette émission, je vous invite à vous rendre sur notre site internet publicsena.fr, rubrique Conversation d'avenir. Vous pourrez nous envoyer un email, réagir à cette émission sur notre forum ou encore consulter nos archives ou éventuellement nous podcaster. Merci, à la semaine prochaine.